Bonjour et bienvenue à cette vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Et comme toute première vidéo, je vais vous expliquer d'abord l'anatomie de l'ADN, mais dans le cadre justement de la généalogie génétique. Donc ce ne sera pas une démonstration exhaustive de tous les détails de l'ADN, seulement les parties importantes pour la généalogie génétique, donc les tests d'ADN fournis par les divers sites web comme Ancestry ou MyHeritage ou 23andMe. Donc pour commencer, en fait, je vais vous présenter à quoi ressemblent les données brutes de votre test ADN, ou en anglais, ils appellent ça les raw data. C'est rien de plus qu'un fichier texte qui a quelques colonnes dans le fichier texte, et ces colonnes-là font référence à certains éléments de l'ADN. Donc, quand on télécharge ces données brutes, on obtient un fichier texte comme ça, qui a plusieurs dizaines de milliers de lignes, et il y a 5 colonnes principales. Cet exemple-là, c'est un téléchargement de la part du site de Ancestry DNA. Mais les autres sites vont ressembler beaucoup à ça. Dans la première colonne, ce que Ancestry donne, c'est le RSID. En fait, c'est un identifiant de SNP. C'est 3 lettres SNP, mais on les prononce SNP. Qu'est-ce que c'est qu'un SNP? C'est en fait lorsque dans une population, il y a au moins 1% de cette population-là dont les allèles, en fait, la séquence génétique est pas pareille au reste de la population. Parce que chez l'humain, par exemple, ben, on a tous 2 yeux, un nez, des mains avec 5 doigts, donc on se ressemble quand même beaucoup. Mais il y a des petites différences. Donc, tous les humains, normalement, ont des cheveux, du moins lorsqu'ils sont jeunes. Mais les cheveux peuvent avoir une couleur différente ou être plus frisés que les autres. Donc, ces différences-là, donc la couleur des cheveux par exemple, la couleur des yeux, ou est-ce que les cheveux sont beaucoup frisés ou peu frisés, à ce moment-là, ces petites différences-là, si elles sont au moins distinguées dans au moins 1% de la population, peuvent être qualifiées de SNP. Et à ce moment-là, les compagnies de tests ADN peuvent se concentrer sur ces portions-là de l'ADN seulement, plutôt que de considérer le génome entier, qui aurait beaucoup trop de positions à analyser, où est-ce qu'on se ressemble trop, donc ça prend au moins 1% de différence par rapport au reste des individus. Il ne faut pas non plus que ce soit une mutation qui est arrivée juste pour l'individu, parce qu'il y en a à chaque génération, des petites mutations. On ne voudrait pas non plus faire des SNP pour des différences qui sont exceptionnelles, là, juste sur un individu ou des choses comme ça. Donc, ils ont déterminé que ça prenait au moins 1% de la population, ou est-ce qu'à un endroit précis du génome humain, ces individus-là ont des différences. Donc ça, c'est pour l'identifiant du SNP. Il indique aussi sur quel chromosome c'est situé. Dans ce cas-là, chromosome 1. La position, quant à elle, c'est la position en paire base. Qu'est-ce que c'est que la position en paire base? Eh bien, je vais vous montrer une image de ce qu'est une paire base, un gène, et on va même monter jusqu'au chromosome. Mais je ne vais pas m'attarder à toute la structure intermédiaire parce qu'en généalogie génétique, on n'en a pas besoin. Par contre, on a besoin de connaître la base ici. Donc, les paires de base, en anglais, c'est base pair, et parfois en français, on va dire directement paire base. C'est constitué de 4 lettres seulement, T, A, G, C. Ces 4 lettres-là, ils s'associent aussi en paire directe, autrement dit, le T va toujours être associé avec le A et vice-versa, mais pas avec le G et le C. Parce que le G et le C vont s'associer entre eux seulement. Donc, si je retourne à mon fichier de données brutes de test, on voit ici qu'il y a la position sur l'adresse du chromosome, si on veut. Donc, on est à la 752 millième paire base du chromosome 1 pour que ce SNP-là ait été testé.
Donc, on se ramasse à la 720 quelques mille paires bases comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive sur le chromosome 1 à une première différence assez marquée de 1% dans la population. Et puis, il détermine ensuite que les lettres qui ont été données étaient un G et un autre G. En fait, ils ont réduit ici le dédoublement des lettres parce que, comme je viens d'expliquer, le G est toujours associé au C et le A va être toujours associé au T et vice-versa. Donc, en fait, ici, c'est pas seulement G, c'est GC. Et la même chose ici, ça serait GC. Quand on voit un A, en fait, ça veut dire AT. Et c'est pas toujours les mêmes, là. Ça donne que les trois premiers, dans mon cas, sont similaires, mais on voit ici que ça peut changer. Des fois, il y a juste le T. Donc, si on voit un T, en fait, c'est TA. La vraie paire, c'est TA. Et le C ici, ben, c'est nécessairement, comme on voit dans l'image ici, les associations comme ça. Donc, le T avec le A, le G avec le C, etc. Donc, dans le fichier texte de données brutes de vos tests, on voit, si je récapitule, l'identifiant du SNP, sur quel chromosome, la position en termes de paires bases. Donc, il faut quand même passer beaucoup de paires de GCAT avant d'arriver à quelque chose de significatif. Et ensuite, il indique c'était quoi pour cet individu-là qui étaient ces lettres à lui. Donc, dans mon cas, c'était G avec C qui mentionne pas parce que c'est sûr que c'est un C. Et même chose ici, un G. Et ça serait le C qui serait à côté, comme on voit ici. Donc ça, c'est pour les données brutes. C'est pas plus compliqué que ça. C'est juste qu'il y a beaucoup de lignes dans le fichier. Dans l'ADN humaine, un gène, parce qu'on voit ensuite que ces séries de paires bases-là vont générer un gène dans la fameuse hélice, si on veut, de l'ADN. Et pour faire un gène, les gènes les plus courts chez l'humain ont à peu près 300 paires bases, mais ça peut aller jusqu'à au-delà d'1 million de paires bases pour un gène. Donc la largeur, si on veut, là, de qu'est-ce qu'il faut pour coder un gène peut varier de beaucoup, mais c'est quand même au moins autour de 300 paires bases et ça peut dépasser 1 million. Donc si je reste dans l'image ici et que je me concentre sur vous montrer là, ce qui se passe jusqu'à ce qu'on voit un chromosome. Donc on part des paires bases, ça va former un gène, mais pas toujours. Des fois, il y a juste 1% à peu près de l'ADN humain qui ont des gènes qu'on appelle des gènes codants, qui servent à coder des protéines. Le reste, le 99% du reste de l'ADN ne sert pas à codifier quelque chose en tant que tel. On appelle ça de l'ADN non codant, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, ces gènes-là sont tous un à la suite de l'autre. Je vais passer les termes au milieu ici, mais vous pourrez les rechercher si vous voulez. C'est juste pour montrer que tout ça finit par aller dans un chromosome, qui est l'image que les gens connaissent un peu plus. Mais c'est quand même intéressant de voir que c'est pas directement les hélices qui sont dans les bras de l'ADN. En fait, il y a des structures ici là, qui sont faites avant que les hélices d'ADN avec les paires bases arrivent dans le chromosome. Et ce qu'on voit ici, c'est une paire de chromosomes en fait. Donc, un chromosome est lié par le centromère. Les extrémités sont les télomères. Et chez tous les individus, on a 23 paires de chromosomes, dont 22 paires d'autosomes. Donc souvent, comme par exemple chez Ancestry DNA, on va faire un test autosomal. Ça veut dire que cette compagnie-là ne s'occupera pas de tester le 23e chromosome, qui est le chromosome sexuel. Donc, il va tester juste les autres chromosomes qu'on appelle autosomes, les 22 premières paires. Et tous les individus ont un chromosome maternel et l'autre chromosome paternel. Ce qu'on voit ici, un dernier petit détail, là, ce qu'on voit comme présentation de chromosomes dans la cellule, c'est pas présenté comme ça. Normalement, quand on voit un chromosome comme ça, là, qu'on peut voir dans des microscopes,
c'est que l'ADN est en train de En fait, les cellules sont en train de se diviser pour créer d'autres cellules. Mais normalement, dans une cellule qui existe déjà, donc par exemple vos cellules de peau, il n'y a pas de chromosome visuel comme ça. Ça a plutôt l'air d'un gros bol de spaghettis dans le noyau de la cellule. Mais quand les cellules se divisent, entre autres pour générer des cellules qu'on appelle des gamètes, qui sont les cellules qui vont générer la vie, donc chez l'homme spermatozoïde, chez la femme l'ovule, ben, dans ces cellules-là, quand ils sont en train d'être divisés pour être créés, là, on va voir le chromosome de cette façon-là, mais c'est le seul moment où ça arrive. Ensuite, c'est comme plus une espèce de grand bol de spaghettis, là, où est-ce que ça retourne à une forme plus élémentaire. Donc ça, c'était pour le côté visuel du chromosome. Et quand on voit une paire de chromosomes comme ça, ben, un côté maternel, un côté paternel. Et puis, peut-être un petit détail à ajouter, j'ai passé rapidement tout à l'heure, mais en parlant justement des paires de chromosomes, c'est pour ça que les deux dernières colonnes du fichier, si on remonte en haut, il y a deux allèles. Donc, c'est parce qu'il y a le chromosome maternel et le chromosome paternel, donc paire de chromosomes fois 23. Et le premier chromosome qui serait maternel ou paternel aurait donc GC comme paire base. Et l'autre chromosome qui serait maternel aurait aussi GC comme paire base. Donc c'est pour ça qu'il y a deux colonnes. Donc si on voit les lettres ici A et G, qui est une combinaison qui se peut pas de toute façon parce que A va avec T. Donc en fait, ce serait AT et GC. Donc si je retourne à l'image, il y aurait donc évidemment, comme on voit que les paires bases s'en vont dans des gènes qui s'en vont dans un bras ou un chromosome, mais de l'autre côté, il y a l'équivalent dans le chromosome du deuxième parent, où est-ce qu'il y a aussi de façon miroir une paire base à ce niveau-là, et à ce moment-là, les lettres sont pas toujours les mêmes. Donc, petite précision. Dans les prochaines vidéos, je vais pouvoir vous expliquer comment ça se fait qu'on peut tester des matchs qu'on appelle sur les compagnies de tests ADN ou les correspondances en français. Sur quoi les compagnies se basent pour dire que vous avez une correspondance ou un match avec quelqu'un, qu'est-ce qui est similaire entre les individus, et surtout aussi comment les générations suivantes ne sont pas des clones parfaits de leurs parents, justement. Pourquoi on a des différences? Ben ça arrive dans un phénomène de recombinaison que je vais expliquer dans une autre vidéo. Donc, merci pour votre écoute et à la prochaine!